Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma, Johnny le jaseux pour Brand Jazette Podcast. Le retour de Jason Ciné après 2 semaines et demie de pas de Jason Ciné. J'ai été évidemment voir des films et je vous donne ma critique aujourd'hui. Donc, je vous donne ma critique de Like a Boss. Hey, tu sais, quand tu dis film mémorable, Like a Boss, Doolittle et 1917, en plus de jaser de la bande-annonce de Morbius. Donc, on commence ça avec Like a Boss, avec Rose Byrne, Tiffany Haddish et Salma Hayek. Je lui donne un 2 jaseux sur 5. Vous le savez déjà depuis le début de Jason Ciné, je le mentionne, que je n'aime pas Tiffany Haddish comme actrice. Elle est là-dedans, elle joue le même rôle qu'elle joue dans chaque film qu'elle est dedans, ce qui est une angry black woman qui jure non-stop. Ça ne change pas. Mais, j'aime beaucoup Rose Byrne, donc elle était là-dedans. Et moi, Salma Hayek, comment je pourrais dire ça? Elle me titille le bas du ventre 3/4 du ça quand elle est dans un film. Donc, c'était pas à contre-cœur que j'allais avoir un film avec Salma Hayek. On va mettre ça de même, ok? Les boys, on se comprend. Puis les filles, vous n'avez aussi, vous autres, là. Hein? Channing Tatum, je suis sûr qu'il y a des femmes qui titillent dans le bas du ventre. Ben moi, Salma Hayek, là, il y a quelque chose. Mais là, Salma Hayek là-dedans, comment dire, what the fuck? Je vais faire un Tiffany Haddish de moi, what the fuck? Premièrement, ils lui ont mis des verres de contact d'une différente couleur. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils lui ont tendu les cheveux orange, alors qu'elle a les cheveux noirs, bruns, d'une éclatante couleur. Pourquoi? Je ne sais pas. Évidemment, elle a des gros seins, ça fait qu'ils ont mis ça en évidence, mais quand tu dis trop mettre en évidence, c'est rendu même plus le fun à voir. Et ils lui ont mis une prothèse buccale pour changer ses dents. Ce qui la change totalement, ce qui la rend laide, ce qui n'ajoute rien au film. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Je ne sais pas pourquoi. Mais dans mon livre à moi, c'était 0 pin bar nécessaire. En gros, le film est Tiffany Haddish et Rose sont des best friends depuis l'enfance. Ils créent un magasin de make-up artisanal. Puis, ben, ils deviennent quand même assez populaires avec un kit de One Night Stand, qu'appelons ça. Dans le fond, c'est un kit de One Night que tu uses une fois, puis c'est genre à la poubelle. T'as les parfaites affaires pour tes yeux, puis tes paumes de joie. Ça va, là, vous comprenez ça, les filles. Puis, bien évidemment, Salma Hayek, elle, est une kingpin du make-up. Et avoue qu'ils ont un certain produit qui se vend vraiment bien. Puis elle dit, garde, moi, je vais les approcher pour faire un partnership. Mais dans le fin fond, je vais les acheter puis je vais les virer une contre l'autre. On voit ça venir à 100 000 à l'heure. L'histoire est l'histoire la plus copy-pastée de l'histoire des chick flicks féminins. Ils l'ont encore fait. Pourquoi? Ça marche rarement bien. Ça marche des fois, don't get me wrong. Mais rarement que ça marche vraiment bien. Et là, ça ne marche pas. On voit ça venir à 100 000 à l'heure. À la moitié du film, il y a une petite fête. Puis après ça, à la fin, ça se réconcilie. Finalement, ils se viront contre la grosse compagnie qui, elle, la grosse compagnie avec Salma Hayek, avait une partner au début qu'elle a acheté par terre. Elle revient à la fin du film. Regarde, fuck les spoilers. Je m'excuse, mais comme, n'allez pas voir le film. Vous allez rire peut-être 2-3 bouts de la titre. Puis ben, c'est pas mal ça qu'est le film. Dans le fond, le film finit bien, comme que vous pouvez l'imaginer. Et le film finit que les deux chums sont back in business et deviennent multimillionnaires parce qu'ils autres take on over, évidemment, la business. Ils prennent pas over la business de Salma Hayek en tant que telle, mais ils prennent over la part du marché. On va mettre ça de même. J'aimerais finir en disant qu'au début, j'ai dit que j'aimais beaucoup Rose Byrne, mais Rose Byrne, là, si t'écoutes Brent Jazette Podcast, Jason Ciné, la perte de poids, c'est correct, don't get me wrong, faudrait que je suis un petit peu d'exemple, mais à un certain point, ça devient maladif. Rose Byrne, premièrement, qui n'a jamais été dans l'ombre d'un doute grosse, elle est rendue anorexique.
elle est rendue dégueulasse. Elle a l'air d'un squelette qui marche. Comme dans ce film-là, en plus d'être déçu de Salma Hayek, qui d'habitude, moi, je trouve très hot, elle est zéro hot là-dedans, Rose Byrne, qui est rendue dégueulasse. So, je sais pas, elle a pas de maladie, à ce que je sache. Mais ta perte de poids, Rose Byrne, tu peux mettre un petit brin de stop là-dessus parce que c'est rendu vraiment pas beau. Là. Comme, elle est flat de partout, puis elle est grosse comme ça. Donc, ça, c'est des petits détails que j'aime rajouter parce que moi, dans Neighbors, dans Bridesmaid, Rose Byrne, elle l'adore. Puis c'est une belle femme, on va se le dire, c'est une belle femme. Là, elle est plus une belle femme de tout. Elle est rendue dégueulasse. Là. On va mettre ça de même. Bon, prochain. Doolittle avec Robert Downey Jr. et une brochette d'acteurs que je vais nommer qui fait les voix. C'est quand même assez impressionnant quand tu regardes ça, là, parce que le résultat du film, on en jase après, mais c'est pas le gros bâton. Dans le fond, il y a Antonio Banderas qui joue un méchant, puis il y a aussi Michael Sheen qui joue un méchant. Donc, eux autres sont pas des voices. Mais dans les voices, on a Emma Thompson, Rami Malek, John Cena, Kumail Nanjiani, Octavia Spencer, Tom Holland, Craig Robinson, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Marion Cotillard et Jason Matsoukis. C'est une grosse brochette de voix pour les animaux, ça. En gros, si vous connaissez pas Dolittle, ben dans le fond, Dr. Dolittle qui est sorti avec Eddie Murphy 1 puis 2, c'est genre de la même affaire, le même concept. Dans le fond, c'est un docteur qui peut parler et comprendre les animaux. Ça s'arrête là. Parce que les comparatifs au film avec Eddie Murphy s'arrêtent là. Drette là. Okay? Donc, je lui donne un 2.5 jasé sur 5 et le film est très mauvais. Et je vous explique pourquoi je lui ai quand même donné la note de moitié. La note de passage est 3 sur 5 en passant. 60, get it? Premièrement, j'ai été voir ça avec Loric. Loric a trouvé ça alright. Je suis surpris à trouver ça alright parce qu'il y a 2-3 fois qu'il m'a demandé on peut-tu s'en aller? Je suis comme, regarde, ça arrive fini. C'est. Par où commencer? C'est de même, là, ok? Dans le fond, ça commence avec la toute petite histoire que Dr. Dolittle ouvre une grande maison, un grand foyer pour les animaux. Dans le fond, tous les animaux sont bienvenus là. Sa femme s'en va sur un voyage en bateau et décède. Puis ben après ça, lui ferme ça et devient un ermite avec tous ses animaux. Quand je parle d'animaux, je parle de gorilles, d'ours polaires, écureuils, chiens, furets, j'en oublie, parce que les importants, autruches, girafes, perroquets, renard et un oie. Puis ben au cours du film, ben, il y en a d'autres qui s'ajoutent, là, mais des secondaires. Là. Ah, puis il y a un petit sugar glider, les écureuils volants. Ça, c'est probablement le highlight du film. Rate là, 2 sur le 2.5 va au sugar glider. En gros, ça commence dans le fond que le petit garçon arrive. Il y a un petit garçon qui découvre le manoir. Puis ben, ça donne qu'il était avec son père et son frère. Puis il chassait les canards. Puis ben, il a tiré un écureuil. Puis ben l'écureuil il est blessé, évidemment, donc lui trouve ça, puis ben c'est le perroquet dans le fond qui dit au gars de le suivre pour aller faire réparer l'écureuil. Là, ils découvriront un Robert Downey Jr. / Dr. Little avec une énorme barbe, des cheveux tout crottés, en train de jouer aux échecs avec des souris comme pions, avec son gorille, en passant, le gorille qui fait des crises de panique et qui est ultra anxieux. Ça joue là-dedans. Okay? Donc, un coup que l'écureuil est guéri, l'écureuil tombe en killing mode. Donc, lui, tout le film, il veut tuer le petit gars qui a essayé de le tuer. On continue encore dans le c'est là-dedans qu'on est. Évidemment, Dr. Little, là, quand que l'enfant est aussi, en même temps que le petit garçon est arrivé, il y a une fille, la fille de la duchesse de England, quelque chose de même, qui est malade, mais la petite fille va chercher l'aide de Dr. Little parce que c'est lui le seul qui aurait le remède, dans le fond, pour guérir sa maman. Puis ben là, lui, évidemment, là, il va sous anesthésie que ses animaux lui donnent
pour se faire couper la barbe et couper les cheveux. Vous avez bien compris. Ces animaux le mettent sous anesthésie pour lui couper les cheveux et la barbe. Encore une fois, on reste dans le « on est là ». Donc, Dr. Little finalement se rend au château de Cambridge. On va dire ça, je me rappelle pas du nom, honnêtement. Pour finalement se tremper la tête dans un aquarium et jaser avec une pieuvre qui aurait vu, dans le fond, c'est qui aurait empoisonné la princesse, la reine, excuse. Et oui, on reste encore, je le répète pour une 4e fois, on reste dans le oui, on est là. Et là, finalement, Dr. Little s'en va sur une quête en bateau pirate. Vraiment, rechercher le fruit, c'est fruit de quelque chose, mais c'est un fruit dans le fond que c'est le seul antidote au poison que la reine a eu. Et là, on tombe dans une aventure, mesdames et messieurs. Premièrement, je sais même pas quoi rajouter. Je vais pas vous faire des spoilers, mais en même temps, comme, c'est assez mauvais. Il y a un bout, il y a un dragon. Okay? Le petit est comme, pourquoi est-ce qu'il y a un dragon? Je suis comme, Laurie, il y a un dragon. Et le dragon est très méchant. Mais il y a une petite twist, c'est qu'il est méchant parce qu'il est constipé. Et Dr. Dolittle l'aide à se déconstiper. Le dragon, cracheur de feu. Et en le déconstipant, mais évidemment, Dr. Dolittle, vu qu'il est petit et le dragon est très grand, lui rentre les mains dans son anus. Et sort chapeau d'armée, épée, sac à dos, et finalement, une cornemuse du trou de cul du dragon. Et le bout le plus drôle du film est le dragon pète. Il te fait un somme pète. Ouais. Ça fait que ça joue là-dedans, tout le monde. Puis dernière chose, 2 dernières choses à acheter. Première chose, l'accent que Robert Downey Jr. prend là-dedans, honnêtement, est inutile. Et honnêtement, rend l'écoute du film plus difficile que ça devrait l'être parce qu'on comprend pratiquement pas ce qu'il dit. Le petit est comme, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis comme, puis d'habitude, je suis comme, mais Laurie, écoute, ben là, je pense que même moi, je comprenais pas ce qu'il disait, là. Vous avez une idée? Et deuxièmement, ce film-là mérite d'être allé voir Stone. Parce que je peux vous garantir que je fumerai encore. J'irai fumer un gros bat et j'irai voir le film pour une 2e fois. Je suis sûr que je donnerai un 5 sur 5 et je pisserai dans mes culottes. Le film est un film de stoner. Ils disent que c'est un film d'enfant, mais t'as un dragon qui essaie de manger du monde puis qui se fait rentrer les mains dans le cul pour se faire déconstiper. T'as un écureuil qui veut tuer un enfant. Yeah. Mais 2.5, c'est parce que c'est tellement fucké que ça le rend drôle. C'est-tu un must-see movie? No. Mais watchez-les pour voir comment space out. Parce que c'est garanti que les réalisateurs, que l'écrivain et les personnes qui ont filmé le film étaient sur une somme bonne drogue quand ils ont fait ce film-là. On passe à d'autres choses. Et là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Habituellement, honnêtement, mon ordre de film que j'ai vu, c'est 1917, Like a Boss, Dolittle. Mais dans le fond, j'ai voulu mettre du pire au meilleur. Je finis avec 1917 et je lui donne, mesdames et messieurs, non pas un 5, mais proche. 4.5 jaseux sur 5. C'est un film de guerre, ce n'est pas based on a true story. Dans le fond, c'est une histoire écrite par un gars qui a été à la guerre. Il y a certainement des parties qui est vrai, évidemment, là, mais comme, c'est pas une vraie histoire, c'est pas based on true story, pis c'est pas real life event. En gros, c'est l'histoire de 2 guerriers de la guerre contre les Allemands. Je me rappelle plus quelle guerre que c'est, là. Je dois être la Première Guerre mondiale, là. Je sais pas ce que c'est ça. Mais reste que, c'est cette histoire de ces gars-là. Puis, le caporal, le chef de l'armée, découvre que les Allemands ont joué un petit tour, dans le fond, à 2 vagues américaines qui vont attaquer les Allemands. Dans le fond, les Allemands savent qu'ils s'en viennent, donc ils ont préparé une trappe.
Puis ben, les Américains, dans le fond, il y a 1600 soldats dans les deux vagues qui s'enlignent pour tout se faire tuer. Puis eux autres découvrent ça. Mais ils ont juste comme il y a juste comme 12 heures à les laisser savoir. Mais l'affaire, c'est que la vague qui a découvert ça est entre territoire ennemi et l'autre vague. Donc, il y a deux braves camarades, incluant un que son frère est dans une des vagues qui s'en va à la boucherie. Donc, ces deux gars-là s'en vont sur une aventure à travers des champs de mines et des champs de bombardement pour se rendre avertis, eux autres, que comme, n'allez pas là. Les deux se rendent dessus, il y en a-tu un qui se rend? Je ferai pas de spoil. C'est stressant sur un moyen temps. Vraiment, là, c'est un des meilleurs films de guerre que j'ai vu de ma vie. En termes de stressfulness, peut-être pas en termes de comme, il n'y a pas beaucoup de tirage de tuage. C'est vraiment comme un film de genre d'espion, ninja. Mais c'est réaliste. Don't get me wrong, c'est pas, il n'y a pas des aliens qui arrivent pis des affaires. C'est réaliste au coton, là, ok? Puis c'est filmé d'une façon que moi, j'ai jamais vu un film avant qui filme même. C'est filmé, ça suit les gars tout le long. Ça suit juste les gars, que ce soit de face, de côté, de derrière. La caméra décolle jamais des gars de l'action principale. Exemple, il y a de l'action. La caméra va pas aller sur l'action. Elle va rester sur les gars qui vivent l'action. C'est filmé d'une manière mentale. Il y a plein de bouts qui ont été faits en one shot. La genre de fight de la fin, je vais mettre ça de même. Dans le fond, il y a un gars qui court sur comme des tranchées, des trenches. Mais ça, c'est filmé d'un thrill. Quand vous allez voir le film, là, vous allez guetter ce que je vais dire, ok? C'est d'une beauté visuelle. Hey, ça a été nommé aux Oscars, là, comme actually, pas encore aux Oscars. Qu'est-ce qu'il y avait les Oscars? Les Golden Globes. Ça a été nommé solide, là, ok? Actually, les Oscars ont été nommés. Ça a été nommé aux Oscars aussi, puis avec raison, comme c'est stressant d'un bout à l'autre. T'as des pics de musique qui viennent, puis la musique vient, rate basse, ça arrête. Il n'y a plus de musique. C'est un stress, t'entends les entends marcher. Il y a un bout qui sont comme dans une espèce de bunker allemand. Tu peux même pas respirer. Là. En tout cas, je vous dis, allez voir ce film-là. C'est pas dégueulasse. Oui, t'as des bouts de tuage, là, mais il n'y a pas de bouts comme... C'est comme expliqué dans le sens. Mais vraiment, là, une surprise pour moi encore, là. C'est ma deuxième surprise so far cette année, en 2020, on est rendu le 21. Vraiment, là, wow. Wow. J'irai le voir de nouveau, même si je sais exactement ce qui se passe d'un bout à l'autre. Hein, pour qu'on encore plus vivre les paysages, tout ça, c'est sublime comme film. C'est le producer de Skyfall qui l'a fait. Sam Raimi, me semble, qui est son nom. Enfin, si je me trompe pas, là, pour vous dire des fausses informations. Mais vraiment, ce gars-là mérite un Oscar pour comme la production, les visual effects. Sam Mendes, qui était le directeur et le writer. Juste wow. L'acteur principal, dans le fond, c'est George McKee, puis il y a aussi son partner qui est Dean Charles Chapman. Il y a Colin Firth là-dedans, il y a Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, qui joue des petits, pas des gros rôles, des petits rôles là-dedans. C'est vraiment des rôles secondaires, mais en tout cas, vraiment là, wow. Allez voir le film. J'ai été voir ça avec Marky, mon partner de l'autre podcast, puis comme nous aussi. Honnêtement, à la fin, j'avais fait un feeling, il allait dire comme, oh, ça c'était plate, puis comme, oh non, ça c'était légitimement mental. C'est comme, pour que lui ait aimé ça de même, moi, dans le fond, j'étais vendu avant un film d'armée, je capote, là. Mais ça vaut la peine, là. Pour vrai, là, allez voir 1917, il y a encore au cinéma. Manquez pas ça, surtout c'est un gros écran avec le surround sound, là, comme, wow. Bon, c'est ça que c'est pour cette semaine, pour les reviews. Et là, je vous laisse avec une petite jasette de la bande-annonce de Morbius. C'est qui Morbius? Ben dans le fond, c'est dans l'univers de Spider-Man, de Venom, on peut mettre ça de même, c'est... allons. Jared Leto, si bon, j'ai un plan de mémoire. Jared Leto qui joue le rôle de Dr. Michael Morbius. Le film va sortir le 31 juillet 2020, c'est encore dans longtemps. Mais en gros, Morbius, c'est... Dans le gros, Dr. Michael Morbius, c'est un gars qui est vraiment beaucoup malade.
Il y a un problème dans les os, si je me trompe, ou dans les muscles de jeunesse. Ben là, il est rendu à un point que c'est do or die. Ça fait il invente, on va dire, une cure avec des chauves-souris pis tout ça. Puis dans le fond, il devient comme un genre de vampire. On va dire ça de même. Mais la trailer est vraiment bon. Dans le fond, là, il devient super, rapide. Il peut avoir de la echolocation. Donc, en fond, il sait ce qui se passe dans les sons vraiment loin. Puis aussi, évidemment, un vampire, donc, il y a un bloodthirst. Il a vraiment besoin de boire du sang, manger du sang. Mais la petite twist, c'est qu'à la fin du thriller, il y a un graffiti de Spider-Man. Puis à travers, c'est écrit Murderer. Donc, ils ont planté la petite graine pour que ce soit dans l'univers de Spider-Man. Et c'était pas annoncé du début que ça allait dans l'univers, mais là, c'est assez clair. Mais la seule petite chose, c'est que les super geeks qui connaissent ça, la photo, là, de dessin sur le mur n'est pas le suit de Spider-Man de Tom Holland dans Avengers, mais bien le suit de Spider-Man de vous me voyez venir, Tobey Maguire, le original Spider-Man live action. Ça fait que là, il y a une grosse peur que ça serait une multiverse de Spider-Man. En gros, qu'on pourrait voir le Spider-Man de Tobey Maguire, de Tom Holland et de Andrew Garfield. Si ça vient à arriver, un multiverse de Spider-Man, ça qui ferait que Tom Holland, le Spider-Man de Marvel, pourrait être dans cet univers-là et rester le Spider-Man officiel de Marvel. Mais on pourrait quand même revoir Tobey Maguire et revoir Andrew Garfield. Ça serait-tu pas assez malade, ça? Moi, là, Johnny, ici, là, je capoterais là-dessus. Parce que Spider-Man Into the Spider-Verse, le film d'animation qu'ils ont fait, c'était fucking bon. Mais c'est en animation. Là, ça sera en vrai. Avec The Original Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui est moi dans mon livre à moi le troisième, c'était le moins bon, mais en tout cas, avec le fait qu'il serait là, ça serait awesome. Et aussi, on voit à la fin de la prévue. L'avez-vous la prévue? Vous savez ce que j'ai? Vulture. Michael Keaton, qui est le Vulture dans Spider-Man de Tom Holland. Et là, la grosse affaire, qui parlons, ça fait des années, c'est les Sinister Six. Mais les Original Sinister Six, l'affaire c'est que c'est Dr. Octopus, Electro, Mysterio, qu'on a vu dans le dernier Spider-Man, Sandman, qu'on a déjà vu dans une autre version de Spider-Man, Vulture, Adrian Toomes, qu'on a vu dans Spider-Man, encore une fois, avec Tom Holland, et Kraven the Hunter, qui serait, selon plusieurs, le méchant dans le troisième Spider-Man de Marvel. Mettez tout ça ensemble, ça ferait du bon sens. Mais là, la croyance populaire est que les nouveaux Sinister Six seraient Venom, Morbius, Vulture, Mysterio. Et là, il y a Scorpion qui pourrait faire son entrée. Et il y a Carnage. Carnage, qui est le nouveau méchant qui embarque dans Venom numéro 2. Que Spider-Man est censé être dans Venom numéro 2. Voyez-vous toutes les fils qui se mêlent, là? Ça va être des belles années qui s'en viennent pour l'univers de Spider-Man. Laissez-moi vous dire une affaire, mesdames et messieurs. Donc, le 20 juillet 2020 peut pas arriver assez vite. Puis, Venom 2 c'est au-dessus avant ça. Ouh, laissez-moi... Je pense pas que je l'ai. Mais laissez-moi checker si que Venom 2 sort avant ça. Venom 2 sort en 2020. Oh, ça sort le 2 octobre 2020. Donc, ça va sortir après Morbius. Donc, Morbius pourrait peut-être être dans Venom. Oh, boy! Et là, je m'excite pour rien, parce qu'il y a peut-être rien de ça qui va arriver, mais ça va être mental. Donc, hey, on finit ça, 24 minutes, c'est le temps. Donc, bon, c'est tout le monde cette semaine. Je vais probablement aller voir Underwater, ça là, c'est vraiment bon, avec Kristen Stewart. Puis ben, Bad Boy, il faudra que je me tape les deux premiers avant.
Parce que le troisième, je vais être carté. Mais en tout cas, on verra bien. Donc, passez une très belle semaine de cinéma, tout le monde. C'est John de Jazu, Brent Jazette Podcast. Donc, j'ai fait ça avant. Hashtag Jason Ciné, yes sir.